Bonjour à tous. Merci aux courageux qui ont refusé l'apéro et d'aller manger tout de suite. Je me présente rapidement. Donc Jérôme Nicolas, je suis chargé de projet en médiation scientifique. À mes heures perdues, Serious Game Designer. Donc c'est-à-dire qu'il y a une petite partie de mon activité qui permet de me consacrer à la ludopédagogie dans le cadre de mon activité de transmission et de médiation scientifique. Voilà, donc je suis sur un sujet un petit peu rugueux qui est la science, où en fait je me suis aperçu que la science, les gens n'y venaient pas spontanément. Donc en fait maintenant, au lieu de proposer de faire de la science et de le faire à travers un jeu, je propose de faire un jeu et les gens se rendent compte qu'ils font de la science. Voilà, j'ai inversé le concept. Alors la question va peut-être tomber à plat dans le cadre de cette convention. Quels sont ceux qui jouent au moins une fois par mois ? Je pense que... Ah si, il y en a quand même quelques-uns qui ne lèvent pas la main, d'accord. Bon, 71% des 71% des Français disent qu'ils jouent occasionnellement ou régulièrement à des jeux, donc on est un peu au-dessus de la moyenne. Moi, il faut savoir que donc là, ce dont je vais parler, c'est les escape games et les jeux d'énigmes qui sont porteurs intrinsèquement donc, de la méthode scientifique, et je vais essayer de vous démontrer à travers l'expérience que j'ai pu avoir justement qu'est-ce qu'on retrouve dans la mécanique de jeu qui permet de poser cette hypothèse. À travers mon diaporama, vous allez avoir des lettres qui vont être glissées. Il faudra essayer de les retrouver si vous voulez avoir la conclusion de cette présentation, parce que c'est ce qui déverrouillera le cadenas final. Voilà. Donc déjà le jeu, alors je pense que je vais l'apprendre à personne, c'est un média qui engage. Dans la littérature, donc, on parle du fameux cercle magique. Donc là, ce que je vais vous dire, c'est valable pour n'importe quel type de jeu. Mais là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse justement par rapport à la démarche scientifique, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est que dans le cadre du jeu, toutes les actions qu'on va entreprendre ne prêtent pas à conséquence. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a un droit à l'erreur. Et ça, moi, dans la méthode scientifique, ça m'intéresse justement que les apprenants ne se sentent pas jugés justement dans le cadre de nos formations et de nos passages à l'éducation nationale, en l'occurrence. Je pense qu'on l'a tous vécu, le droit à l'erreur est assez peu permis quand on est à l'école. Donc, c'est pour ça que le jeu permet de changer ça. Le fait qu'on soit dans le cadre du jeu, la transgression aussi est possible, parce que tricher, ça fait partie aussi du jeu, mine de rien. Et donc, parfois, on peut s'éloigner, s'écarter des règles. Alors, soit tout le monde est d'accord pour s'écarter des règles et on se met d'accord sur des nouvelles règles. Soit il y en a qui prennent la liberté tout seuls de s'écarter des règles, c'est ce qu'on appelle des tricheurs. Mais donc du coup, on est dans l'innovation. Voilà, donc ça aussi c'est une partie qui m'intéresse moi justement dans l'usage du jeu. Donc là quelques informations qui sont issues d'une étude qui date de 2019. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, la proportion homme-femme en termes de joueurs est à peu près identique. La moyenne d'âge est de 40 ans. Hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser aussi, c'est pas une population si jeune que ça. Et cette moyenne d'âge, a priori, va en vieillissant.
C'est sans doute la génération un peu culture pop hein, qui est liée à ça, qui vieillit au fur et à mesure. Et il faut savoir que la population 18-54 ans, c'est plus de 80% du marché du jeu. Donc ça, je vais passer. L'escape game, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas, ou en tout cas pour le décortiquer dans ses grandes lignes. Donc, c'est un type de jeu de rôle, mais c'est un type de jeu de rôle un petit peu particulier, où on a une unité de temps, une unité de lieu, et tout ça est très contraint et très limité. Voilà. Et après, l'aspect, le rôle, c'est en général plus ou moins light, ça dépend des escape games dans lesquels on se retrouve, mais en général, on incarne un personnage qui est en lien avec l'univers de l'histoire de l'escape game. On a une histoire, donc une narration qui va être interactive, avec un scénario qui est plus ou moins bien construit, et on a une succession de mini-jeux qui sont des énigmes en fait. Voilà. Et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'en fait chaque mini-jeu ça peut être une mini-énigme, et donc derrière on peut avoir un concept pédagogique derrière une énigme. Ça, je vais le passer également. Susan, juste avant, vous a parlé du concept de cohérence narrato-ludo-pédagogique. Je l'ai détaillé ici. Donc, c'est-à-dire qu'on a trois grands piliers. Donc, le cadre pédagogique, et donc je recommande en général de partir de ça. À côté, on a la narration et on a tout ce qui est mécanique de jeu et matériel de jeu. Voilà. Et donc tout ça, ça doit être cohérent. À l'intersection de ces deux éléments, entre l'imaginaire et la pédagogie, on a les émotions qu'on cherche à véhiculer. À l'intersection de l'imaginaire et des mécaniques, on a le style de jeu vers lequel on va s'orienter. Et à l'intersection entre les mécaniques de jeu et le cadre pédagogique, le matériel de jeu qu'on va utiliser. Alors la méthode scientifique, et c'est en fait c'est le cœur de ce que je vous propose, c'est que la méthode scientifique, on la voit rapidement au lycée, dans ses grandes lignes en théorie et tout ça. Souvent, les expériences qu'on fait en TP, c'est assez falsifié parce que, grosso modo, on est à peu près sûr de réussir. Voilà. Tout est fait pour qu'on réussisse les expériences. Donc, méthode scientifique, première étape, on observe. Après, on émet des hypothèses. Souvent, en TP, en général, ces deux étapes-là, elles n'y sont pas. Le prof, il arrive, il vous pose l'hypothèse directe. On va rassembler du matériel et des méthodes, établir des process. On va expérimenter, analyser les résultats et conclure. Ça, c'est la méthode scientifique. C'est comme ça que sont rédigés d'ailleurs les papiers scientifiques. Et bien, si vous regardez un escape game, en face de chaque étape, vous allez pouvoir coller exactement votre mécanique de jeu. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Donc Susan m'a démonté l'escape game juste avant en disant que ça ne servait à rien. Il faut savoir que là, en l'occurrence, l'intérêt de l'escape game, il n'est pas effectivement dans le message qui va être porté, mais là dans la mécanique de jeu intrinsèque qui est porteuse de la méthode scientifique. Donc ça marche aussi pour les jeux d'énigmes de manière générale. Donc dans un premier temps, vous fouillez, vous observez votre environnement, pour essayer de récupérer des indices. Vous discutez entre vous de solutions, vous posez des hypothèses entre joueurs en disant ah bah tiens ce machin là ça doit servir à ça, il faudrait peut-être trouver un truc comme ça, etc. Vous réunissez des objets, des informations parce que vous avez un premier indice mais vous savez qu'il vous faut encore 1, 2 ou 3 autres chiffres pour craquer un code, ou vous avez besoin de superposer peut-être des transparents pour refaire une image, etc.
Donc là, vous savez que vous allez devoir avoir plusieurs objets. Vous expérimentez les hypothèses que vous avez émises entre joueurs. Vous vérifiez si ça fonctionne. Ah, j'ai une clé. Ah, ça doit ouvrir ce cadenas-là. J'essaye. Ça ne marche pas. Ah, c'est pas la bonne clé. Donc, il faut trouver un autre objet qui ressemble aussi à une clé qui va permettre d'ouvrir le truc. Donc, une fois qu'on a vérifié si ça fonctionnait ou si ça ne fonctionnait pas, si ça ne fonctionne pas, hop, retour à la case départ. Il n'y a pas de jugement de valeur, parce que là, c'est le jeu. Hein, on a le droit à l'erreur. C'est le jeu lui-même qui vous dit que ça ne marche pas. Voilà. Donc il n'y a pas de, il y a juste la frustration du joueur. Et si ça fonctionne, on en conclut que notre hypothèse était bonne, et donc on peut passer à l'étape suivante du jeu. Et là, en général, on ouvre une nouvelle pièce, on ouvre une nouvelle boîte, on a de nouveaux indices, etc. Et donc pareil, on revient au départ. Voilà. Et là, vous n'avez rien à dire, rien à faire en tant que meneur de jeu. Tout est porté intrinsèquement par la mécanique du jeu. Ça, je vais le passer parce que je pense que je vais pas trop avoir le temps. Je me suis un peu trop étalé. Donc, quels sont les avantages? Donc déjà, c'est un jeu, donc on a une licence d'amusement sur un sujet qui est plutôt rugueux, c'est-à-dire la science, comme je vous le disais en introduction. Le niveau de difficulté qu'il va falloir adapter à votre public, mais qui permet un engagement fort des joueurs. Ils vont se retrouver à devoir faire le mécanisme, le process intellectuel d'un chercheur, mais sans s'en rendre compte. Et à travers notre escape game, on va pouvoir donc explorer des thèmes liés à notre contenu scientifique. Donc moi, en l'occurrence, je suis plutôt dans les biotechnologies. Donc ça va être plutôt autour de la biologie que tout va être traité. Donc attention, quand on crée un jeu, en général, c'est mieux de partir de quelque chose qui existe déjà. Je l'ai déjà entendu plusieurs fois depuis ce matin auprès de différents intervenants. Effectivement, vaut mieux, c'est pas la peine de partir de la page blanche, il y a déjà plein de choses qui existent. Autant partir de trucs qui fonctionnent déjà et puis de les adapter à nos besoins. Les limites et inconvénients. Alors c'est un peu ce qu'a dit en creux Suzon juste avant. Effectivement, en termes d'apport de connaissances dans un escape game, clairement, c'est pas l'enjeu. L'escape game permet plutôt de valider des connaissances déjà acquises plutôt que d'en acquérir des nouvelles. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations qui sont véhiculées. Et effectivement, comme le disait Suzon, l'attention est plutôt focalisée sur les énigmes plutôt que sur le contenu. Donc ça, c'est ces deux infos. Le niveau d'engagement peut être assez hétérogène. C'est valable pour tous les jeux coopératifs, pas l'escape game en particulier. C'est-à-dire que dans les jeux coopératifs, en général, il y a des leaders. Et donc, il y en a qui se reposent sur les leaders. Et donc, du coup, ils peuvent avoir des engagements moindres. Et donc, du coup, des niveaux d'apprentissage aussi qui vont être moindres derrière. Voilà, les leaders vont être plus engagés dans le jeu. Il faut prévoir à l'issue de l'escape game en soi, pour que ça devienne réellement apprenant, un temps de remobilisation des connaissances. Donc l'escape game en lui-même ne va pas être apprenant. Par contre, si vous prenez un peu de temps, après, vous pouvez effectivement engager une conversation. Et la création d'un escape game est extrêmement chronophage. Donc clairement, pour de l'événementiel, ça n'a aucun intérêt. Un escape game, c'est intéressant si c'est quelque chose qui va être fait et refait et refait plusieurs fois. Et ça a été dit aussi plusieurs fois depuis ce matin, je l'ai entendu plusieurs moments. Clairement, le travail des artistes peut permettre de mettre en valeur le jeu. Donc les retours d'expérience. Donc j'ai eu l'occasion
de créer plusieurs escape games. Donc des escape box qui seront d'ailleurs en atelier. Il y a 2 ateliers qui sont prévus autour de ces escape box demain. Et je crois qu'il reste des places sur au moins un atelier. Une escape room mobile qui est entièrement démontable, qui fait 30 mètres carrés, que je peux emmener où je veux. Il y a 4 scénarios possibles dedans. On a gamifié des ateliers scientifiques, donc là pour le coup c'est plus de l'escape game vraiment, mais il y a un certain nombre d'énigmes, notamment il y a un scénario Les Experts qui permet d'utiliser l'ADN réellement pour trouver un suspect, enfin pour confondre un suspect. Pareil, une cellule géante qui... on n'est pas complètement dans de l'escape game non plus, mais disons qu'il y a plusieurs types d'énigmes à résoudre pour pouvoir avancer dans la visite et la résolution d'une énigme au niveau d'une cellule. Donc là, vous l'avez en image. Et le détournement d'un lock à partir des éléments qui avaient été construits en fait sur cet escape game là. On a repris les éléments de scénario et les visuels et on les a déclinés sous forme d'un lock. Voilà. Alors il existe d'autres projets existants, donc là c'est pas porté particulièrement par moi, mais notamment l'association S-Cube qui à partir de la mécanique de jeu de Chronicle of Crimes a créé aussi une espèce de, c'est pas de l'escape game, mais bon, voilà, il y a une visite virtuelle de laboratoire, il y a 2 scénarios différents. Le CEA également qui a le prisonnier quantique, c'est une succession de plein de petits jeux d'énigmes apprenants, c'est très très bien fichu, il y a 15 heures de jeu dessus. Donc voilà, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque élément. Est-ce que vous avez identifié les 4 lettres qui permettent de déverrouiller le code de la conclusion? Oui, EADN, effectivement. Donc EADN, en fait, ce sont les initiales de École de l'ADN, qui est en fait le service dans lequel j'agis. Effectivement. Et donc, l'escape game porte vraiment dans sa mécanique de jeu le droit à l'erreur, le droit à l'innovation. Des fois, ça vous est arrivé de craquer des trucs qui ne sont pas prévus par les meneurs de jeu, ils disent oh, zut, il va bypasser une énigme et tout ça. Donc ça engage fortement dans l'utilisation du matériel de jeu et dans la découverte des énigmes. On a la méthode scientifique qui est vraiment intrinsèque à la mécanique de jeu. Et le fait de vivre des émotions permet de fixer des connaissances. Là, je renvoie vraiment à la théorie du jeu. Voilà. Et donc, tout un tas de ressources qui sont existantes pour aider à créer des escape games. Voilà. Je ne sais pas si on a une minute pour une question. No question. Bon, je suis à votre disposition. De toute façon, je suis là pendant les 2 jours. Et donc, il y a pour expérimenter les escape box demain. Voilà. À l'apéro et bon appétit. Ça vaut la peine. Oui, oui. Bonjour. Tu me connais? Ton visage, l'année oui. dernière. Ah oui, exact. Voilà. Exact. T'as prévu de venir demain sur la conférence jeu de rôle?
C'est possible, mais après ça se chevauche avec les ateliers, c'est très compliqué. C'est très compliqué avec les ateliers. Mais oui, ouais, c'est ça. Mais oui, sur le jeu de rôle, Ça c'est à moi, c'est à moi. Voilà, je me disais aussi. Et hop. sur la conférence jeu de rôle aussi. Ouais. Il y a Christelle aussi. Ouais, c'est bon. Ah, mais non, Ah oui, monsieur Bell. Il y a quelque chose à faire à la fin. Non, je vais donner les règles. Et après, s'il y a quelqu'un, un autre qui nous voit bien, lui expliquer. non, parce que c'est la pause, je pense. Et ça reste là alors? Bah oui, je pense. Je vais envoyer un message. On n'a rien dit, Donc après cette présentation, je donne les graines et j'indique le temps à Michel. C'est parfait. Tout à l'heure Pas de souci. Ça te va les petites pancartes ou bien Ouais,